Merci pour cette présentation. Bien évidemment, je vais aussi rejoindre ce que disait Jean Hermès au sujet de la réforme. Les francophones n'étaient pas demandeurs. Maintenant, elle est là, il faut faire avec. Donc, effectivement, il y a pas mal de questions, on va essayer de résoudre. Et je vais essayer d'être le technocrate de service pour tenter de vous expliquer un peu mieux qui fait quoi, essayer de comprendre les logiques qui sont derrière la réforme de l'État. Mon exposé est en 6 points. Je vais commencer et je vais survoler certains slides. De plus, Jean a déjà abordé quelques sujets. Donc, j'ai mis un peu plus de slides pour que vous ayez de la matière chez vous, en fonction de ce que je vais dire. Vous pourrez le lire à l'aise et peut-être mieux digérer tout ce qui est dit. Mais donc, l'exposé de mon intervention sera d'abord quelques caractéristiques du système de santé, puis on va rentrer dans le cœur du débat qui fait quoi en santé, puis on va passer sur le troisième point qui sont les domaines de la santé, on passera à la 6e réforme de l'État, l'accord de la Saint-Émilie, certains disent Saint-Émilion, le bon vivant, et quelques titres de lecture. Quelques caractéristiques du système de santé tel qu'il existe en Belgique. Tout d'abord, de dire qu'on a un système de santé qui est performant. Donc ici, ce sont les dépenses de santé en pourcentage du PIB dans les pays de l'OCDE. En rouge, vous avez la Belgique. Vous voyez qu'elle se classe relativement bien par rapport à d'autres pays comme les voisins qui sont plus à gauche, Pays-Bas, France, Allemagne. Alors, je ne parle pas des États-Unis. Une caractéristique, par contre, en Belgique, c'est que nous avons une variabilité dans les dépenses. Mais cette variabilité n'est pas nécessairement nord-sud, elle est entre arrondissements. Donc vous voyez ici les dépenses totales en assurance obligatoire, plus c'est foncé par arrondissement, plus il y a de dépenses. Et donc la dispersion des dépenses n'est pas nord-sud, comme certains le prétendaient, mais elle est plutôt, on pourrait même dire, est-ouest, avec des régions où il y a des consommations inférieures. Ce sont les consommations en fonction du lieu de résidence, ce n'est pas la consommation en fonction du lieu où se fait le soin, entendons-nous bien. Ça, c'est un tableau qui montre par communauté-région, par communauté-région, les types de dépenses, et vous voyez qu'il y a une variabilité. Alors, j'ai mis par hasard Bruxelles en bleu, la Flandre en jaune et la Wallonie en rouge. Vous voyez, par exemple, il y a certains endroits où il y a des dépenses qui sont plus ou moins semblables, mais nous avons des secteurs où il y a des grandes variabilités. Je prends par exemple, en commençant au milieu, en plein milieu, les institutions psychiatriques. Vous voyez qu'il y a une dépense importante en Flandre comparée à la Wallonie, et particulièrement à Bruxelles où il y a une très faible dépense. La même tendance se remarque dans les soins chroniques. Donc, variabilité des dépenses de soins de santé. Alors, je vous parlais qu'il n'y avait pas de grande différence nord-sud, il y en a quand même pour certaines matières. Ici, vous avez des antidépresseurs, en consommation. Alors, attendez la suivante, on va passer, ici c'est la rilatine. Vous voyez aussi les grosses variabilités qu'il y a. Donc, il y a quand même d'autres facteurs qui expliquent ces variabilités importantes. Autre caractéristique du système de santé, le système recueille une grande satisfaction des personnes, des Belges, en Belgique, des habitants, puisque c'est une étude qui est faite au niveau européen, et les Belges sont tout à fait à gauche. Ce sont ceux qui sont les plus satisfaits ou qui estiment que leur soin de santé dans leur pays est meilleur, voire le même, que dans les pays avoisinants. Donc, caractéristique, les Belges sont les plus satisfaits en Europe. Alors il y a une étude qui a été faite par le gouvernement flamand, sur la base de cette étude-là, pour voir quelle était la situation intra-belge. Et on se rend compte, par exemple, sur le tableau de qualité des hôpitaux, que, évidemment, on compare, la Belgique reste bien évidemment dans ceux qui scorent le mieux, c'est-à-dire tout à fait à droite, mais là, vous voyez une petite distinction, ce sont les néerlandophones qui sont les plus contents. Un autre graphique, l'accessibilité et la disponibilité des hôpitaux. Vous voyez aussi tout à fait à droite les néerlandophones qui sont les plus satisfaits du système.
Notre système aussi, c'est important de le rappeler, caractérisé par des valeurs, 3 valeurs que j'estime essentielles, qui est la liberté de choix pour le patient, la liberté thérapeutique pour le prestataire et le financement solidaire. Évidemment, tout ça de façon raisonnable, ce n'est pas une liberté totale, vous le savez bien. Alors, on va passer maintenant dans le vif du sujet, qui fait quoi en santé, les compétences institutionnelles. Alors, première chose à bien se rappeler, on est dans un pays de régime de liberté. Nous avons 2 principes qu'il faut retenir. Tous les citoyens, vous et nous et moi, on peut tout faire sauf ce qui est interdit par la loi. Premier principe. Et deuxième principe, quel corollaire, les pouvoirs publics ne peuvent rien faire sauf s'ils sont habilités par une loi ou par la Constitution pour le faire. S'il n'y a pas d'habilitation, c'est ce qu'on appelle un excès de pouvoir. Deuxième chose importante à retenir pour que vous puissiez lire mieux les textes techniques, donc il y a ce qu'on appelle la hiérarchie des sources de droit. La Constitution prime sur les lois spéciales sur les lois, décrets et ordonnances, eux-mêmes priment sur les arrêtés royaux et arrêtés de gouvernement, et enfin vous avez les arrêtés ministériels. Pour retenir, ceux qui ont leur permis de conduire, vous imaginez que vous êtes dans un carrefour avec un feu rouge, un agent de police, un feu stop et une priorité droite. Il y a aussi une hiérarchie dans les sources des droits à ce niveau-là, vous l'avez vu tous les jours. Alors, qui fait quoi et où? C'est un peu la question qu'on peut se poser sur le plan institutionnel. Je les mets à l'envers. C'est où, quoi, qui. De ce sens-là qu'on va l'étudier, qu'on va le voir maintenant. Et où, quoi, qui, c'est un peu remplir un tableau, et on le fait déjà aujourd'hui. Regardez, si on prend, je suis à Mons, j'ai un accident, donc c'est où je suis à Mons, quelle est la compétence ou le problème ou le dossier, c'est j'ai un accident, et qui, alors c'est l'ambulance 100 et l'hôpital 100 le plus proche. Je suis à Namur, j'ai un conflit de voisinage, eh bien je vais à la justice de paix de Namur. Je suis à Liège, contestation en matière de contribution, je vais chez le receveur régional des contributions de Liège, pas à Anvers ni à Arlon, et si je me trouve à Arlon avec un problème grave social, je vais au CPS d'Arlon, je ne vais pas à un autre CPS. Donc, c'est un tableau, ce tableau-là, c'est un tableau que je vais reproduire sur les compétences institutionnelles. Mais retenez bien les 3 notions, où, quoi, donc c'est bien les 3 notions à retenir, où ce sont des territoires, quoi ce sont des compétences, et finalement qui ce sont des entités, et nous allons les examiner plus en détail. Les territoires, je vais passer très rapidement, il y en a 4 en Belgique, c'est ce qu'on appelle les régions linguistiques. Alors pour les distinguer des régions wallonnes, elles s'écrivent dans la Constitution avec un R minuscule. Donc c'est un simple territoire, vous avez la région de langue allemande, de langue néerlandaise, de langue française, et la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Première question, où suis-je? Puis après, nous allons avoir les types de compétences. Je vous ai dit où, quoi. Donc les types de compétences. Pour mieux comprendre les types de compétences, je vous ai fait un petit historique très rapide de la création de la Belgique. En 1830, très simple, il n'y avait que des compétences fédérales. Il y avait un État fédéral, des provinces et des régions qui étaient des pouvoirs publics subordonnés du fédéral. Puis est apparu, fin du XIXe siècle, le mouvement flamand. Le mouvement flamand en Belgique s'est basé sur l'autonomie culturelle et linguistique, et donc qui a amené aux compétences communautaires. Les compétences communautaires sont en lien avec l'autonomie culturelle et linguistique. Et puis vous avez eu le mouvement wallon, qui est apparu aussi fin du XIXe siècle, mais qui avait des demandes en lien avec l'économie. Donc l'autonomie économique liée au territoire, puisque déjà fin du XIXe siècle, en Wallonie, ils avaient des inquiétudes en matière sur le bassin industriel de Liège-Charleroi. Et donc, en Wallonie, il y a eu un mouvement qui a été créé, qui est plutôt sur des compétences régionales qui sont en lien avec l'économie, le territoire. Alors, les compétences en santé. Je vais parler des compétences en santé avant la 6e réforme de l'État. Comme ça, on a le point de départ. Je vous parlerai après des compétences avec la 6e réforme. Et donc, avant la 6e réforme de l'État, telle que nous l'avons aujourd'hui, c'est en principe, tout est transféré aux entités fédérées, donc aux communautés de région, sauf ce qui concerne le financement des soins de santé. Donc, le financement des soins de santé, lui, il est organisé par le fédéral selon 2 grands systèmes, soit le système d'assurance sociale, et donc c'est dynamique, et tout ce qui a un lien
ou tout ce qui a une influence sur le financement dynamique. C'est ainsi que les règles de programmation sont au fédéral, par exemple. Et le fédéral organise le remboursement des soins de santé selon un deuxième système, qui est un système d'assistance. Et donc là, ce sont des interventions des CPS. La différence entre les deux, c'est qu'en assurance, on contribue en fonction de ses moyens et on reçoit en fonction de ses besoins, tandis qu'en assistance, il n'y a pas de contribution particulière, c'est l'impôt qui le finance, mais pour recevoir une intervention, il y a un examen du niveau de revenu qui est fait à ce niveau-là. En plus, en assistance, en général aussi, on finance, ou les autorités publiques financent plutôt des institutions et reçoivent des gens qui, éventuellement, ne payent rien ou payent une contribution personnelle. Tandis qu'en assurance, c'est un financement lié à la personne. Ce sont des financements qui suivent les personnes. Et donc, en pratique, vous le savez, vous le vivez aujourd'hui, l'exception est plus importante que la règle générale, puisque tout le financement est au fédéral. Et comme cela a été dit par Jean Eccles, la prévention, c'est la prévention collective qui a été transférée, la prévention individuelle dans l'acte individuel des prestataires est restée une compétence fédérale. Compétences en santé, Jean Eccles nous en a parlé, les trois notions. Moi j'ai mis 3 notions, il en a mis 4, mais on va se rejoindre. Programmation, donc il en a parlé, l'agrément, le financement. Là où je veux attirer votre attention, c'est le tableau tout en dessous, c'est-à-dire que ces trois notions sont en interrelation en permanence. Donc si vous voulez améliorer l'accessibilité, eh bien, ou bien dans des moyens qui sont constants, eh bien, forcément, vous allez peut-être diminuer la viabilité, ou bien vous allez peut-être diminuer la qualité. Si vous voulez augmenter la qualité, mais il faudra peut-être se dire qu'on devra peut-être payer plus cher, ou alors rendre la gestion de l'établissement plus difficile pour le gestionnaire. Donc, les notions, ces 3 notions-là sont dans l'interrelation. Très important à retenir. Donc maintenant, on revient sur les compétences institutionnelles. Le but du jeu, donc comme le tableau que je vous ai montré, maintenant on a en vertical l'endroit où on se trouve, les 4 régions linguistiques. On va parler des compétences santé, et plutôt des compétences, et on va remplir les cases, et dans les cases on mettra c'est qui exécute les types de compétences. Dans la ligne horizontale, vous avez les compétences fédérales, les compétences communautaires, et puis les compétences régionales. Mais, il y a un problème. Le jeu est un peu plus compliqué, puisque, je vous l'ai dit, le mouvement flamand, c'est un mouvement basé sur l'axe linguistique et culturel. Il prône les communautés, avec une communauté flamande, essentiellement, tandis que le mouvement wallon, lui, historiquement basé sur l'économie et la région, se base plutôt sur un fédéralisme basé sur les régions, et donc une région wallonne et Bruxelles. Où est Bruxelles? En outre, il y a un problème de financement pour les communautés. Les communautés ne savent pas lever d'impôts à Bruxelles puisqu'il n'y a pas de sous-nationalité à Bruxelles. Il n'y a pas de Bruxellois francophones ou irlandophones. Il y a des Bruxellois. C'est un principe constitutionnel. Vous avez vu qu'en Flandre, il y a 6 millions d'habitants, en Wallonie, 3 500 000, à Bruxelles, 1 100 000 habitants, avec dedans des chiffres qui se tournent autour de 5 à 10%, certains disent 20, mais la réalité est plutôt 7% de Bruxellois irlandophones. Et donc, les services que la communauté flamande déploie à Bruxelles peuvent encore être financés par l'impôt prélevé en Flandre, puisque 6 300 000 habitants en Flandre peuvent financer le petit 7% de Bruxellois néerlandophones, ça ne pose pas de problème. L'inverse n'est pas vrai, et donc cela renforce l'axe régional chez les francophones. Petite historique des différentes réformes de l'État. 1970, les communautés qui ont été créées sur la base de matières culturelles. En 1980, les communautés reçoivent les matières personnalisables, liées aux personnes, c'est la santé liée aux personnes, et on crée les régions, sauf à Bruxelles qui est mis au frigo. 1989, réchauffement pour les Bruxellois, puisque les institutions bruxelloises sortent du frigo, et les communautés reçoivent l'enseignement. 1993, c'est les transferts de l'exercice de certaines compétences de la communauté française vers la région wallonne et la COCOF, ce qu'on appelle l'accord de la Saint-Quentin, l'élargissement de certaines compétences régionales, et 2001, élargissement de compétences régionales et une réforme du financement des communautés, puisque la communauté française avait des problèmes financiers. Donc, je vais résumer maintenant le tableau qui fait quoi.
Nous avons donc les régions linguistiques sur la gauche, sur l'axe horizontal. Premier axe vertical, compétence fédérale, c'est très simple, c'est tout le temps le fédéral partout. Je vais aller tout à fait à droite, compétence régionale. Du côté néerlandophone, vous rappelez-vous, une seule communauté flamande, la communauté flamande a repris les compétences régionales. Par contre, pour les autres régions linguistiques, en région de langue française, c'est la région wallonne, en région de langue allemande, c'est la région wallonne. D'ailleurs, les décrets wallons doivent être traduits en allemand, qui concerne les matières régionales. La communauté germanophone souhaite avoir des compétences régionales, elle commence à en avoir et elle voudrait en avoir plus, vous l'avez entendu. Et alors pour la matière régionale à Bruxelles, c'est la région de Bruxelles-Capitale. Ligne du milieu, c'est les compétences communautaires. Et dans celle-là que se trouve la santé et l'aide aux personnes. En Flandre, communauté flamande, puisqu'ils gèrent tout. Région de langue française, vous avez vu l'accord de la Saint-Quentin qui a transféré certaines compétences de la communauté française vers la région wallonne. Donc nous avons deux entités qui gèrent. Ça dépendra d'une matière à l'autre. Par exemple, les hôpitaux universitaires, c'est la communauté française, les hôpitaux généraux, c'est la région wallonne. En région de langue allemande, c'est la communauté germanophone. Et sur Bruxelles, il faut encore faire une distinction entre les matières d'enseignement et les matières culturelles, d'une part, et les matières personnalisables. Et pour les matières personnalisables, vous avez la COCOF, la Fédération Wallonie-Bruxelles, Saint-Luc et Erasme par exemple, la communauté flamande, qui n'a pas délégué de matière à la commission communautaire néerlandophone, et la commission communautaire commune. C'est le tableau, je ne vais pas aller en détail, plus complet pour savoir qui fait quoi à Bruxelles, mais je ne vais pas aller dans le détail, vous l'aurez dans vos slides. Alors, vous avez vu qu'il y a beaucoup de partenaires, beaucoup qui doivent gérer différentes matières, c'est assez complexe. Donc il y a une coopération entre entités. Nous avons donc 7 entités compétentes, 8 ministres de la Santé en Belgique. Où est l'endroit de la coopération? C'est la conférence interministérielle de la santé. C'est une conférence interministérielle qui fonctionne bien. Il y a 2 conférences au minimum par an, une précédente tournante. Tous les thèmes sont abordés et il y a quasi toutes les semaines une réunion d'un groupe de travail entre administration et cabinet sur une cinquantaine de thèmes et aussi plusieurs accords de coopération et protocoles d'accord qui ont été conclus. Différence entre un accord de coopération et un protocole d'accord, c'est un accord de coopération, c'est une décision qui lie juridiquement les entités qui l'ont signé, c'est un accord juridique qui est ratifié par un décret. Les protocoles d'accord, ce sont des accords politiques et selon lesquels les entités s'engagent à modifier leur propre législation. On a développé en conférence interministérielle des formes originales de collaboration, l'équivalent MRS, le concept d'équivalent MRS, pour les reconversions, ou alors nous avons même des accords asymétriques, la vaccination contre la HPV en communauté flamande, versus le dépistage du cancer colorectal en communauté française. L'accord de la 6e réforme de l'État prévoit aussi toute une série d'accords de coopération qui devront être faits. Je ne vais pas les passer tous en revue, mais par exemple, il y aura un institut du futur, la gestion du HELF, la gestion du KCE, les communautés régions pourront participer à la gestion. Je vais vite passer les budgets en jeu. Budget en jeu à votre gauche avant les dépenses publiques de santé. Et à gauche, avant la réforme de l'État, à droite, après la réforme de l'État. Vous voyez, avant la réforme de l'État, la sécurité sociale, c'est 86% du budget. Les communautés régions ont seulement 10%. Après la réforme de l'État, eh bien là, il y a une réduction pour la sécurité sociale et une augmentation pour les communautés régions qui passent à 25%. Même tableau, mais c'est les dépenses totales de santé. Je ne vais pas aller plus loin, mais comme ça, vous voyez que les patients payent aussi, les entreprises et les assurances contribuent aussi dans les dépenses totales de santé. Les domaines de la santé, ça c'est important aussi pour une future politique. Donc, en domaine de la santé, on peut identifier la promotion de la santé. Donc, c'est adopter surtout les bons comportements, c'est ne pas tomber malade. La prévention en santé, c'est détecter une maladie le plus tôt possible, ou alors empêcher qu'elle survienne, c'est la vaccination. Vous avez le curatif, et puis vous avez les soins palliatifs.
C'est la même vision, ce sont les concepts sur la ligne entre d'un côté la santé physique parfaite et de l'autre côté, tout à fait à droite, le décès, avec plus à gauche, quand on est en bonne santé, on va appuyer sur la promotion, et puis on passe de plus en plus prévention, curatif et soins palliatifs. Important de savoir que les soins de santé n'expliquent que 10% de l'état de santé d'une population. Et donc il est important d'agir sur les autres facteurs qui permettent d'augmenter l'état de santé, c'est les comportements, les facteurs génétiques ou les facteurs sociaux. Alors, sur les facteurs génétiques, on ne peut pas beaucoup jouer, mais sur les comportements, facteurs sociaux et l'environnement, bien évidemment, on peut jouer. Donc c'est important de savoir que l'action sur les déterminants de la santé va amener évidemment une amélioration de l'état de santé d'une population. C'est le même tableau avec à gauche ce qui explique l'état de santé d'une population, à droite le niveau des dépenses, et vous voyez que le système de santé tout en bas à gauche n'explique 11% de l'état de santé, mais par contre les dépenses en soins de santé sont très importantes. Peut-être qu'un jour il faudra revoir ce système et mettre nos budgets limités sur des déterminants de la santé qui produisent un meilleur état de santé. Ici, c'est un tableau qui montre que les dépenses de santé n'expliquent pas l'espérance de vie, puisque vous voyez tout à fait à votre gauche les États-Unis qui ont énormément de dépenses de santé, de soins de santé ont une espérance de vie plus faible que le Japon, tout à fait à droite, qui a une meilleure espérance de vie tout en ayant des dépenses de santé plus faibles. La Belgique se trouvant au milieu. Alors, on va arriver à la 6e réforme de l'État. Je regarde l'heure. 10 minutes encore. Ok. 6e réforme de l'État. Je vais passer assez rapidement parce que vous êtes tous au courant déjà des choses peut-être appuyées l'un ou l'autre élément. Les normes d'agrément sont transférées pour autant qu'elles n'ont pas d'impact sur le financement, ça vous le savez. Investissement et infrastructure dans les hôpitaux et appareillage médical lourd. J'ai repris ici ce qui est dans l'accord d'octobre 2011. Il y aura des accords bilatéraux de reconversion de lits hospitaliers qui permettra, à partir de lits hospitaliers qu'on fermera au niveau fédéral, que les communautés régions pourront ouvrir d'autres prises en charge, notamment dans les maisons de repos de soins ou autres structures. Dans les personnes âgées, Jean-Yves Metz vous en a parlé, donc c'est transfert total des maisons de repos, MRMRS, service GSP isolé, probablement finalement il n'y en aura pas, l'aide aux personnes âgées, et conventions de revalidation. Un petit mot des conventions de revalidation. La logique, c'est qu'il y a eu, on a transféré les conventions de revalidation dans les secteurs où elles peuvent avoir une certaine autonomie, donc elles peuvent être des institutions séparées, sauf lorsque celles-là ont un lien étroit avec un hôpital, auquel cas elles restent au fédéral. Et donc dans les travaux parlementaires de la loi sociale, il y a une liste des secteurs et des conventions qui sont transférées, toutes les autres restant au fédéral. En santé mentale, transfert des plateformes, des maisons de soins psychiatriques, des habitations protégées. En prévention, il y a transfert ici des matières, notamment le dépistage et les vaccins. Ce sont les vaccins du calendrier vaccinal, donc c'est les vaccinations des enfants. Vaccination de la grippe, pour l'instant, et politique du médicament. Et alors, en prévention, la prévention des assuétudes, soins de santé première ligne, je vais aller très vite, puisque c'est une pulsion, les cercles de médecine générale, les réseaux multidisciplinaires locaux, les CIST et les réseaux palliatifs. Les accords de coopération, donc je vous en ai parlé, on devrait avoir des accords de coopération entre le fédéral, les entités fédérées sur une série de matières. Alors, le financement des nouvelles compétences, ça c'est quelque chose qui va sûrement vous intéresser, mais je ne pouvais pas vous répondre grand-chose, si ce n'est de vous dire que tous les moyens transférés, que ce soit dans les secteurs de la santé, de l'emploi, des allocations familiales, etc., vont dans la trésorerie générale de l'entité concernée qui les reçoit. Il n'y a pas de moyens préaffectés. Et donc, le nouveau financement, répartition et évolution, doit être analysé dans sa globalité.
n'ayez pas des raisonnements de dire, voilà, pour le transfert de la partie A1 à 3, est-ce qu'on va avoir l'équivalent A1 à 3 en région wallonne ou en communauté française ou à Bruxelles? Non, puisque tout va dans la trésorerie générale de la région wallonne, et ce sera au niveau de la région wallonne, de la communauté française, de se décider de l'affectation. Et donc, les entités fédérées pourront se dire, on va faire, par exemple, une politique où on va mettre un peu plus de moyens dans l'emploi, puisque l'emploi améliore mieux l'état de santé que dans une politique de soins de santé. Donc, il faut le regarder globalement. Il n'y a pas de moyens préaffectés et chaque entité devra faire des choix budgétaires. Donc, il faudra que nous soyons très attentifs aux choix qui seront faits. Donc chaque entité devra faire des choix budgétaires, mais il y a quand même des dispositions importantes. C'est qu'il y a une disposition générale qui dit que les entités fédérées doivent appliquer les lois et arrêtés tels qu'ils existent au moment de leur transfert. Et ce, jusqu'à ce que chaque entité les modifie. Donc, la loi, elle ne disparaît pas au moment du transfert. Elle continue à fonctionner. La seule différence, c'est l'entité qui les gère, qui change. Mais ça veut dire que, individuellement, comme patient, mais aussi vous, en tant qu'institution, vous gardez la même loi. La loi ne changera pas. D'accord? C'est important. Ce qui veut dire aussi qu'il y a une continuité, bien évidemment, de l'application des lois et des arrêtés, mais aussi les budgets qui sont liés à ces lois et arrêtés. Et donc, par exemple, aujourd'hui, en COCOM, pour des matières que la COCOM a reçues depuis 1989, elle se base encore sur certains articles de la loi sur les hôpitaux. Donc, ça veut dire que s'il y a des choix qui devront être faits, il y a quand même aussi des lois qui existent avec des implications budgétaires qui existeront le lendemain du transfert. Alors, proposition de loi spéciale de réforme institutionnelle, loi spéciale de financement. Donc, ce sont deux propositions qui sont à l'examen d'une part au Sénat et à la Chambre. J'attire votre attention qu'il faut pas pour vous, bien évidemment, mais si on veut avoir une bonne vision, il est important de lire l'entièreté des travaux parlementaires. Et donc, dans les travaux parlementaires, il y a ce qu'on appelle l'exposé des motifs et le commentaire des articles. C'est un exposé qui n'est pas en termes juridiques, qui est censé pouvoir expliquer les choses au commun des mortels, l'avis du Conseil d'État, les différents amendements qui seront déposés au moment de la procédure d'examen, les rapports des commissions et les comptes rendus des séances plénières. C'est à ce moment-là que la loi est votée et tout ça fait un tout pour déterminer ce qu'on appelle la ratio legis, donc l'esprit de la loi derrière un terme ou derrière un article bien précis. L'accord de la Saint-Émilie, je vais aller assez vite puisque Jean-Ernest en a parlé. La philosophie de bord, c'était de garder des éléments essentiels, 4 éléments essentiels, donc dans la philosophie, un lien privilégié entre la Wallonie et Bruxelles, l'implication des interlocuteurs sociaux, des acteurs et des bénéficiaires, simplification des structures, et modèle juridiquement sûr et cohérent, parce qu'aujourd'hui nous avons une cour constitutionnelle qui peut annuler les lois spéciales, les décrets, etc. Donc il faut être prudent sur le plan juridique. Je vais passer le socle des principes communs, c'est un peu la même chose. Le lien Wallonie-Bruxelles, Jean-Ernest vous en avez parlé, donc pour avoir une concertation, il y aura un comité ministériel avec les ministres des différentes entités, un organe de concertation qui seront composés des représentants et partenaires sociaux, et une coordination régulière par les fonctionnaires entre eux qui se verront vraiment. Le lien Wallonie-Bruxelles, c'est que la région wallonne, la communauté française, la COCOF, quand ils vont changer une législation, un arrêté, devront se concerter préalablement, et donc il y aura une procédure de concertation, ça c'est des modalités, elle peut être soit silencieuse, soit de discussion, soit d'urgence. Il y aura un pacte de simplification de la vie des citoyens, même interlocuteur administratif, c'est important, donc ça veut dire que le patient ne verra pas la complexité se fera en back-office, et il y aura des accords de réciprocité pour la mobilité des patients entre les entités. Donc la structure miroir, Jean-Ernest vous en a parlé, les créations d'OIP, présence, etc., Jean-Ernest vous en a parlé aussi. Alors, la communauté française, elle reste compétente. La philosophie, donc pour les matières santé, c'est qu'elle reste compétente pour ce qui est en lien avec l'enseignement jusqu'à l'université, la recherche et le sport.
C'est ainsi que la prévention pour enfants, adolescents et jeunes adultes pour les étudiants reste à la communauté française. Les hôpitaux universitaires tels qu'ils existent aujourd'hui, c'est-à-dire les 3 plus Bordet et Montgodine, l'agrément et le contingentement des professionnels de santé et les contrôles médico-sportifs, c'est la lutte contre le dopage. Alors, en région bruxelloise, et l'accord de la Sainte-Émilie fait une proposition, j'insiste sur le terme, à la région bruxelloise, puisque à la région bruxelloise, en COCOM, c'est une cogestion de la région bruxelloise par les Bruxellois francophones et les Bruxellois néerlandophones, chacun ayant un droit de veto, puisqu'il faut voter dans les 2 groupes les ordonnances. Et donc, là, la proposition, c'est qu'on mette le centre de gravité sur la COCOM, et donc on invite les institutions francophones, qui dépendent de la COCOF aujourd'hui, de passer à la COCOM. Il est prévu dans les modalités de financement que dans ce cas-là, le financement lié à ces institutions passe aussi à la COCOM. Et donc, les partenaires bruxellois francophones proposeront à leurs partenaires bruxellois néerlandophones de procéder de la même manière, permettant d'avoir une politique régionale bruxelloise à la COCOM, co-gérée, mais pas co-gérée par tous les Belges, co-gérée par les Bruxellois. Je vais terminer par quelques grilles de lecture. Je vais passer très rapidement, mais ça peut être intéressant pour que vous puissiez mieux comprendre les enjeux politiques derrière les discussions. Donc, axe francophone, bruxellois, néerlandophone, on l'a vu. Axe gauche, centre et droite, ça c'est les axes classiques en politique. Modèle bismarckien, modèle beveridgien, ce sont les modèles de santé bismarckien co-gérés avec les partenaires sociaux. Modèle beveridgien, c'est le modèle de système de santé comme on connaît en Grande-Bretagne. L'axe régulateur-opérateur, c'est de savoir est-ce que les pouvoirs publics sont seulement régulateurs, laissant au secteur privé associatif et aux pouvoirs publics locaux la possibilité d'être opérateurs, ou est-ce que les pouvoirs publics, région wallonne par exemple, ou communauté française, va aussi être opérateur. Alors, axe public, axe privé associatif, axe non marchand, axe marchand, Jean-Ernest vous en a parlé. À mon avis aussi, le dernier point, je le mets parce que c'est important dans la société où nous vivons aujourd'hui, les émotions, le court terme, l'individualisme par rapport à la raison, moyen et long terme, et l'approche plus collective. Les maladies chroniques, donc c'est un enjeu important, les maladies se chronicisent telles que le cancer, etc. Aujourd'hui, le cancer est une maladie chronique pour la plupart des cas. La société produit des maladies, l'obésité, le sucre, le stress, etc. Et le vieillissement accentue les besoins synchroniques, Jean-Ernest vous en a parlé. Tout le monde s'intéresse à la santé, l'agroalimentaire, les sociétés multinationales d'informatique, les télécoms, les fonds de placement, les ventes sur Internet, les assureurs, cliniques privées, le tourisme médical, etc. Et pour terminer, même la publicité parle de la santé, puisque vous savez que si vous avez un lit mal ventilé, vous pouvez avoir des sensations d'angoisse. Je vous remercie.